Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour cette vidéo, je vais vous parler des Dodge Intrac et des Fendt Xylon. Alors, ces tracteurs qui ont pris le concept du porte-outil, qui ont essayé de le pousser le plus loin possible pour essayer de révolutionner le marché du tracteur porte-outil et peut-être même de venir bousculer celui du tracteur conventionnel. Malheureusement, comme vous allez voir, ça n'a pas été le cas. Donc, pour un peu parler des tracteurs porte-outils, quand même fut un temps, les tracteurs porte-outils étaient des modèles quand même assez courants dans le milieu agricole. Donc, simple et multifonctionnel, c'était un bon moyen de pouvoir combiner plusieurs outils pour la réalisation de différentes tâches. Pas mal de modèles étaient dotés d'un tel système comme les Farmall Super FC, Alice Chalmer G et Fendt GT et différents Eicher qui avaient ce système de plateforme sur lesquelles on pouvait monter des faucheuses, différents outils de travail du sol et parfois des bennes ou des plateaux, mais malheureusement parfois au détriment de la visibilité avec l'emplacement du poste de pilotage. Avec le temps et l'augmentation des capacités du matériel agricole, ce genre de montage a disparu des grandes lignées et est resté sur certains modèles spécifiques sans trop d'évolution, mais d'autres ont tout de même essayé d'étendre le champ de possibilités de ces types de montage. Et donc parmi ces tracteurs qui ont tenté de révolutionner le concept du tracteur système, porte-outil, ça dépend comment vous le prononcez, on retrouve donc deux grandes séries qui ont vraiment marqué la donne, les Intrac de Dodge et les Xylon de Fendt, comme je vous disais en introduction. L'Intrac est le premier à avoir lancé le pas, arrivé en 1972 sur le marché avec le 2002 de 51 chevaux. Dodge avait pour objectif de proposer un tracteur multifonction simple d'utilisation et de conception totalement nouvelle. Sa cabine déportée offre donc une bonne visibilité sur les outils avant et laisse de la place sur une plateforme arrière pour monter différents outils ou réservoirs. De plus, la motorisation implantée sous la cabine permet d'abaisser le centre de gravité. Une première série sera fabriquée jusqu'en 1988 avec divers modèles comme les 4 cylindres 2003 de 60 chevaux, 2004 de 70 chevaux et deux plutôt prototypes, dont un 5 cylindres 2005 de 80 chevaux et un autre en 6 cylindres nommé 2006 de 116 chevaux, et ces deux derniers avaient été en boîte hydrostatique et c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop fonctionné, parce que c'était assez compliqué de faire fonctionner une boîte hydrostatique durant ces années-là. Les relevages vont de 1 tonne à 1 tonne 8 à l'avant et de 2 tonnes à 3 tonnes 2 à l'arrière avec prise de force avant en option. Un relevage avant sur un tracteur de cette époque-là c'était quand même très rare et surtout encore plus une prise de force avant en option. Donc ça venait un peu aussi, ça a pas mal marqué quand ça a été présenté ce concept. Malheureusement la gamme ne va pas connaître de succès, au total 2170 exemplaires seront produits. Désavantagé par la mauvaise répartition des masses avec trop de poids sur le pont avant, ce qui est censé être l'inverse pour un tracteur, c'est plus de poids sur l'arrière et un peu moins sur l'avant. Une mauvaise traction en modèle 2 roues motrices et bien sûr un prix d'achat relativement élevé, c'est quelque chose de très compliqué à produire pour Dodge, c'est totalement différent bien qu'il se base sur une base d'un tracteur existant, c'est pas du tout la même mécanique, tout est différent quoi. Donc pour pallier le manque de traction, Dodge proposera donc ces modèles uniquement en 4 roues motrices à partir du modèle 2004. Pour autant, Dodge est quand même convaincu que le système Intrac peut vraiment venir changer la chose et avoir son propre marché, malgré que ce sera forcément un marché de niche, ils ne sont pas non plus d'élus là-dessus. Donc ils abandonnent pas ce genre de tracteur, ils lancent en 1987 sa seconde série d'Intrac. Cette fois-ci, Dodge s'allie à Daimler-Benz pour le renouvellement de son porte-outil. Les modèles 605, 630 et 660 sont alors commercialisés en 1987. Avec ces nouveaux exemplaires, Dodge amplifie la puissance, la mécanique est reprise sur les séries TX, tous motorisés en 6 cylindres de 98, 126 et 150 chevaux. Les transmissions sont aussi plus modernes avec des boîtes synchronisées et même power shift, amplificateur de coupe et prise de force avant et arrière power shift de série. Le relevage sont bien plus puissants, de 2 tonnes 8 à 4 tonnes à l'avant, et de 5 tonnes 2 à 6 tonnes 5 à l'arrière. Ces modèles sont aussi plus longs, permettant de monter de plus gros outils sur la plateforme. Malgré une certaine mise en avant au travers de publicités, cette série sera encore moins populaire que la précédente avec moins de 500 exemplaires vendus, retirés des ventes en 1989. Ça peut se comprendre aussi, les années 80 c'est l'arrivée de tracteurs de plus en plus puissants, dotés de plus en plus de technologies, de plus en plus efficaces, donc ça servait à rien d'avoir un tracteur multifonction quand un tracteur normal pouvait faire un bon travail pour beaucoup moins cher. Après cela, Dodge et plus tard le groupe SDF ne retenteront plus le segment de tracteur porte-outil, pour le moment. Fendt s'essaiera à partir de 1994 avec son Xylon, alors bien que ce ne soit pas leur premier modèle porte-outil, jusqu'ici rien de tel n'avait été essayé avec le modèle GT. Donc le Xylon apporte du nouveau avec ses deux plateformes de 6 tonnes de charge utile. Ces modèles devaient offrir des performances d'un gros modèle avec une très bonne maniabilité. L'avantage d'un tracteur porte-outil,
bah, c'est que ça le rend vachement compact une fois outillé. Comme pour les Intrac et les GT, le groupe motopropulseur est situé sous la cabine, motorisé par un 4 cylindres MAN unique. Il est disponible en 3 versions de 105, 125 et 140 chevaux à ses débuts, muni d'une boîte ZF PowerShift unique à 44 rapports avant et arrière au travers de 4 gammes et d'un relevage de 3 tonnes à 4 tonnes à l'avant et de 5 tonnes 5 à 6 tonnes 8 à l'arrière. Le Xylon connut un succès plus important que l'Intrac grâce à sa plus grande polyvalence et sa meilleure répartition des masses. Il connut un certain intérêt en tant que tracteur forestier grâce à sa partie avant mobile qui permet donc de franchir les obstacles plus facilement, ses unités de commande supplémentaires et son centre de gravité plutôt bas. Produit jusqu'en 2004 avec une révision en 2001 qui apporta plus de puissance et de coupe, passant de 105 à 110 chevaux et de 140 à 147 chevaux. Un amplificateur de coupe fut ajouté et les relevages arrière furent renforcés. Au total, 2200 exemplaires seront produits jusqu'en 2004, donc au travers de 10 ans de production. Donc voilà un peu pour les détails de ces deux grandes séries qui ont vraiment pris le concept et qui a vraiment été, on va dire, les deux séries les plus importantes. Je doute qu'il doit en avoir un qui s'est caché quelque part ou quoi, mais qui a eu moins d'impact. Mais la vraie question, c'est pourquoi ces deux séries n'ont-elles pas réussi à créer un segment durable sur le marché du tracteur? Alors attention, là ce n'est que mon analyse, c'est ce que je perçois. Donc il y a tout plein d'éléments qui peuvent être biaisés aux yeux de certains ou inversement. Donc voilà, attention à prendre avec des pincettes, ce n'est que mon avis. Alors déjà, pour moi, l'utilité de plateforme sur un tracteur est restreinte dans un usage agricole. En dehors de réservoirs supplémentaires et de chargeurs, il n'y a pas un grand choix d'outillage. En plus, un chargeur, on peut en avoir sur un tracteur normal, je vois pas vraiment l'intérêt. Peut-être que pour certains types d'exploitation, tout ce qui est plantes à racines, donc tout ce qui est betterave sucrière, ou les tubercules avec les pommes de terre, ça peut être intéressant pour monter des outillages de récolte bien spécifiques, mais encore une fois, ça se joue quoi. Dans d'autres branches, ces plateformes peuvent avoir plus d'intérêt, notamment par exemple en forestier. Bah, souvent ce sont des marchés de niche ou alors il y a le matériel qui est déjà bien implanté. Ensuite, l'outillage disponible pour ces plateformes est quand même un petit marché en vue de ce que ça représente ces tracteurs. Donc ça augmente considérablement les tarifs et ça aussi limite leur nombre sur le marché et aussi leur développement. Et bien souvent, ces conceptions déplacent la cabine au centre ou sur l'avant du tracteur, limitant la visibilité sur les outils arrière alors que c'est justement la partie la plus engagée sur un tracteur à usage agricole. Donc, comme je l'ai déjà dit, pourquoi acheter un tracteur comme ces exemplaires quand un modèle normal fait le même travail sans les contraintes de visibilité, d'utilité et aussi du tarif qui sera bien plus élevé comparé à un tracteur normal. Alors attention, je ne crache pas sur ce tracteur, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, bien au contraire, je trouve que leur conception est super intéressante, je trouve même dommage qu'elle ait été abandonnée et que ce n'est pas tant pris que ça, que ce n'est pas aller plus loin, surtout avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on aurait peut-être faire des concepts encore plus intéressants. Après attention, je ne dis pas non plus que ces tracteurs sont un échec total, si on réunit toutes les ventes des Intrac et des Xylon, on a quand même plus de 4000 exemplaires qui ont été vendus, pour un si petit marché c'est quand même, je trouve pas non plus dégueulasse, mais bon, après voilà, comme je l'ai dit, malheureusement, il faisait tout ce que faisait un tracteur conventionnel pouvait le faire, et ça apportait juste l'avantage d'avoir des plateformes, de gagner sur certains points, mais au final d'en perdre aussi sur beaucoup. Donc ça se comprend aussi, le manque d'intérêt pour un tel tracteur. Voilà, s'il y a un truc que je pourrais dire pour conclure, c'est tout simplement qu'ils ont été pensés à être trop polyvalents, non pas spécifiques à une ou plusieurs tâches dans un certain secteur. Après, si on reste dans le marché de l'Intrac et du Xylon, on peut citer un concurrent, alors bien que ça reste minime, l'Unimog, qui est un peu dans la même idée, mais en tant que camion hybride du coup. Après, malgré que eux n'aient peut-être pas trop fonctionné, la conception de tracteurs à plateforme n'a pas non plus été mise aux oubliettes, d'autres modèles l'ont employé sans forcément en faire leur fer de lance. On peut facilement citer les MB-Trac qui ont été justement dans cette idée à la base aussi de faire un tracteur plateforme qui a été développé en même temps que l'Intrac et ils se sont d'ailleurs pressés au moment du développement de l'Intrac pour pouvoir sortir eux aussi leur tracteur système. Les JTB Fast Track qui reprennent le principe de MB-Trac et Dobstad qui ont racheté aussi les droits du MB-Trac, donc sur lesquels on peut monter facilement des grues, chargeurs et réservoirs. Même chose sur les plus récents et plus gros Zerion de classe, donc multifonction avec cabine mobile et tout ça, qui existent en modèle à sellette ou en modèle à plateforme, faisant d'eux des modèles donc plutôt modulaires, mais quand même limités en usage agricole, bien souvent à des réservoirs supplémentaires ou certains outils. Autrement, l'idée du tracteur système polyvalent ne s'est pas non plus limitée uniquement à des tracteurs à plateforme. On peut citer par exemple les Steyr 8300, 8320 et PowerTrack qui sont des modèles dits bidirectionnels pouvant servir d'ensileuse, bien qu'une ensileuse peuvent très bien servir aussi sur un Xylon ou sur un Intrac, comme de tracteurs normal. Voilà, les tracteurs bidirectionnels, je crois que c'était pas mal employé en Amérique du Nord chez Versatile et Ford, mais voilà, après il y a tout plein de types de tracteurs système, on va dire
que le plus courant et le plus commun, et on va dire celui qui a le plus grande carrière chez nous en Europe, ce sont vraiment ces tracteurs voulus avec une plateforme ou alors avec, voilà, vraiment sur lequel on peut monter quelque chose derrière la cabine. Finalement, tous ces modèles sont une démonstration des capacités d'adaptation et d'innovation de l'homme dans le monde des machines, mais prouvent aussi que les standards ne sont pas implantés pour rien. Je me doute qu'il y a d'autres défauts ou avantages qu'on peut trouver aux porte-outils. N'hésitez pas à en citer en commentaire si vous en avez utilisé. N'hésitez pas non plus à partager votre expérience avec ces modèles si vous en avez utilisé. Et quelle qu'en soit l'utilisation, que ce soit en agricole, en forestier ou même en tant qu'instructeur municipal. Donc voilà, écoutez, pour cette vidéo, si elle vous a plu, intéressé, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.